Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 12 décembre sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité. L'espace Léo Ferré bientôt fermé définitivement. Pour marquer le coup, une soirée de clôture avait lieu hier sur le thème Génération 90-2000. Nous y étions. Le grand neuropsychiatre Boris Cyrulnik sera notre invité pour parler d'amour et d'attachement. Il est en principauté pour une conférence à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. La galerie Moretti expose en ce moment les œuvres réalisées par les jeunes de Monaco This is Power. Porteurs d'un handicap, ils trouvent en l'art un véritable vecteur de bien-être. Reportage à suivre. Et pour clore ce journal, un focus sur le Métropole. L'hôtel imagine chaque année un Noël grandiose entre délices à la carte et décoration enchanteresse. L'émerveillement est garanti, vous le verrez. Mais avant de développer ces titres, quelques images de cette tradition chère aux Monégasques. À l'approche de Noël, le couple princier s'est rendu auprès des tout-petits ce matin à la crèche-garderie Rosine-Saint-Maury de la Croix-Rouge monégasque afin d'assister à la fête de Noël des enfants et à la remise des cadeaux. Un moment convivial et de partage renouvelé quelques instants plus tard auprès des aînés de la principauté. Au Yacht Club, le prince Albert II et la princesse Charlène ont pris part à la matinée gourmande, soutenue là encore par la Croix-Rouge monégasque. Une grande page se tourne. L'espace Léo Ferré a vécu hier une dernière soirée avant sa fermeture, digne de son histoire. Pour ce moment symbolique, la mairie a convié le public pour un concert Génération 90-2000. Les spectateurs ont replongé dans l'ambiance mythique du Hit Machine avec les plus grands artistes de ces deux décennies cultes, Alban Gingembre, Sylvain Péroumal et Massimo Piantoni. Bonsoir Monaco, vous allez bien? J'entends rien, est-ce que Monaco va bien? C'est un au revoir en musique. Animé par le célèbre duo Charlie et Lulu, cette soirée était la dernière de l'espace Léo Ferré. L'établissement ferme définitivement ses portes, un événement pour permettre au public de profiter d'une ultime soirée festive. C'est une fête, on va tous se retrouver. Les gens ce soir vont avoir 14 ans ou 15 ans, ça dépend, ou peut-être même 8. Et voilà, ils sont là pour oublier leurs soucis et replonger dans les années 90-2000, qui étaient sans doute des années sympathiques. Une soirée extraordinaire pour nous de jouer à Monaco, parce que Monaco, il n'y en a qu'un. Oui, c'était pour dire ça. Voilà, il l'a dit. Au programme donc les tubes des années 90 et 2000, la SketchUp, les L5, Zouk Machine, Boris, Alan Théo, des artistes emblématiques de cette génération se sont succédés sur scène. I'm excited to be around everybody. It's we're like a family. You know, when you're in the industry for so long, everybody becomes a musical family, which is important. And it's the season to be merry because it's Christmas. So for me, I want to do the best I can and entertain everybody. And, you know, we have legendary songs, Music and Lights, Flashback, you know, Illusion. So for me, that's important. And I'm going to slip in a little Christmas spirit for everybody. Une dernière soirée réussie pour l'espace Léo Ferré qui sera relocalisé sur l'île aux Pasteurs en mars prochain sous le nom de Live by Léo Ferré. Dans un autre lieu emblématique de la culture, au Grimaldi Forum, Boris Cyrulnik a donné une conférence autour d'un thème universel, l'amour. Le célèbre neuropsychiatre était en principauté à l'occasion de la sortie de son nouveau livre intitulé « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché ». Nous l'avons rencontré. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour parler d'un thème assez universel, l'amour. Dans votre travail, vous montrez que l'amour peut être à la fois facteur d'épanouissement et source de souffrance. Qu'est-ce qui fait selon vous que l'amour répare chez certains et fragilise chez d'autres ? Alors l'amour, la plupart du temps, c'est un moment d'extase. Mais parfois c'est tellement intense qu'en effet, ça peut déclencher des angoisses. Mais la plupart du temps, c'est un moment merveilleux, mais c'est un moment qui coupe du monde. Roméo et Juliette s'aimaient beaucoup et ils se moquaient éperdument du conflit que ça provoquait dans leur famille. Ils voulaient simplement être ensemble. L'amour est fusionnel et il désocialise, puisque je veux être, moi, amoureux, je veux tout le temps être avec ma belle, et inversement. C'est-à-dire que l'amour désocialise, alors que l'attachement, au contraire, donne accès à la liberté
Elle me donne tellement confiance en moi que je peux explorer et tenter l'aventure sociale. Voilà, on y vient à ce terme de l'attachement. Quand on tombe amoureux, on se relève attaché. C'est le titre de votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Parce que donc on sous-entend qu'on peut être amoureux sans être attaché. Et oui, le coup de foudre, je peux tomber amoureux d'elle et ça ne tient pas, c'est un coup de foudre. Une semaine ou deux après, je me demande comment j'ai fait pour tomber amoureux d'elle. La foudre a frappé, mais il n'y a pas eu de relais de l'attachement. Donc c'est un moment amoureux, délicieux, intense, parfois angoissant et qui ne dure pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est le quotidien qui crée l'attachement, mais le quotidien tue aussi beaucoup de couples. Mais oui, exactement. C'est-à-dire que pendant le quotidien, la vie de tous les jours, on tisse le lien de l'attachement, mais si on n'entretient pas, ça devient une routine. Et la routine engourdit l'amour, en effet. C'est pour ça que pour tisser le lien de l'attachement, il faut créer des événements. Alors c'est des événements quotidiens, c'est une intention. Je sais qu'elle aime le jus d'orange à son petit déjeuner, donc je vais chercher des oranges tous les matins. Et ça tisse le lien de l'attachement et ça empêche même l'habituation, l'engourdissement. Vous l'avez dit, l'amour, ça peut nous couper des autres. Vous faites le lien aussi entre amour et pathologie. C'est une pathologie de tomber amoureux? Ah, oui, clairement, c'est le plus joli moment pathologique d'un être humain normal. Donc le coup de foudre, ça existe, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est prouvé. Qu'est-ce qu'il se passe dans notre corps, dans notre cerveau à ce moment-là? Alors les circuits de neurones sont totalement différents. Au moment amoureux, c'est ce qu'on appelle la zone de la récompense qui passe au rouge, qui sécrète des substances de l'amour, du bien-être, qui sécrète l'oxytocine, l'hormone de l'attachement, qui sécrète la dopamine, le plaisir de bouger, qui sécrète la sérotonine, le plaisir de se sentir bien. Alors, et on voit que le faisceau de la punition qui est complètement éteint. Et on ne tombe pas amoureux par hasard, hein. C'est un lien avec l'enfance, vous dites? Alors on ne tombe pas amoureux par hasard parce que les enfants qui ont été isolés sensoriellement de manière précoce et durable ont des atrophies cérébrales qu'on voit maintenant en neuroimagerie, qu'on voit sans aucune difficulté. Et ces enfants n'ont pas appris à s'attacher ni à aimer. Le seul objet, quand il n'y a pas d'altérité, le seul objet, c'est eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a des angoisses et parfois des suicides à l'adolescence. Les adolescents qui se suicident ont pratiquement tous connu une période d'isolement sensoriel au cours des premiers mois de la vie. Une dernière question, Boris Cyrulnik. Notre monde aujourd'hui est marqué par l'individualisme et l'hyperconnexion. Comment est-ce qu'on aime, on s'attache à notre époque? Eh bien, c'est le problème. Vous venez de poser le problème, c'est-à-dire que quand on est hyper individu, on ne s'attache pas, puisqu'il n'y a pas d'altérité. Et quand on va trop vite, on ne prend pas le temps de tisser le lien d'attachement. Et quand on regarde trop les écrans sont des machines merveilleuses qui provoquent des communications stupéfiantes, mais qui altèrent terriblement la relation. Donc à consommer avec modération, encore une fois, les écrans, c'est ça? On en revient toujours là? Alors, à consommer avec modération pour les adultes, au-dessus de 3 heures, 4 heures par jour, il y a un risque de dépression qui est nettement augmenté. Et chez les enfants, interdire les écrans dans les petites années, jusqu'à l'âge de 3 ans, et faire peu d'écrans, suivi de paroles. On voit un film ou un dessin animé ensemble, mais après on en parle de façon à ce que l'enfant ne soit pas prisonnier des écrans, fasciné, médusé par les écrans. Eh bien, merci beaucoup, Boris Cyrulnik, pour ces derniers conseils. C'est moi qui vous dis merci. Une exposition à ne pas manquer. Les jeunes en situation de handicap, accompagnés par l'association Monaco Disease Power, présentent une nouvelle exposition à la Galerie Moretti. Elle s'intitule « Regard d'ailleurs, tribute to Turner ». Et comme son nom l'indique, elle s'inspire du travail du peintre britannique William Turner. Théo Schumer et Alexandra Paolini ont découvert tout cela sur place. Regardez.
Fondée en 2007, l'association Monaco Disease Power organise de nombreuses activités socio-éducatives, parmi lesquelles la peinture, dont les œuvres de ses membres n'ont rien à envier aux plus grands artistes de ce monde. Pour preuve, il y a 4 ans, le marchand d'art Fabrizio Moretti en entend parler et après les avoir vus, tombe immédiatement sous leur charme. Il propose alors à l'association d'exposer les tableaux dans sa propre galerie, fruit désormais d'une collaboration qui s'est renouvelée jusqu'à aujourd'hui. È un grande piacere per me fare questa mostra di Disease Power. Questi ragazzi sono eccezionali, è tanti anni che noi ospitiamo le opere di questi ragazzi, bambini straordinari che attraverso le loro opere ci fanno capire che l'arte è veramente una cosa straordinaria. È un'energia che non ha età, che non ha sesso e che non ha problemi. Placée sous la présidence du prince Albert II, qui a fait l'honneur de sa présence à ce vernissage, l'exposition donne la part belle à des œuvres liées à une autre exposition, Turner, l'héritage, proposée au Grimaldi Forum à l'été 2024, qu'avaient découvert certains membres de l'association. Aujourd'hui, ce sont eux qui en sont les héritiers, et montrer que tout le monde peut s'emparer de l'art, c'est précisément le message de Monaco Disease Power qui s'illustre ici. Alors je ne vais pas vous dire que tout le monde est capable de faire ne serait-ce que les peintures que vous voyez sur les murs, mais en tous les cas, on peut arriver quand on trouve une sensibilité, une capacité, par exemple sur la peinture, un autre ça va être la poterie, un autre ça va être, je sais pas moi, l'écriture, certains arrivent à écrire, on arrive à créer des choses et à avoir des choses. L'exposition est à découvrir du 15 au 19 décembre à la Galerie Moretti. Certains tableaux sont même mis aux enchères pour contribuer à financer toutes les activités de l'association, dont cette exposition désormais annuelle. Nul doute que certains valent déjà de l'or. Un peu d'histoire à présent, le musée d'anthropologie proposait jeudi soir une conférence autour des ossements d'animaux. Ces restes squelettiques sont précieux, ils en disent long sur l'alimentation, l'élevage, l'artisanat ou encore les rites funéraires des sociétés anciennes. Je vous propose d'écouter l'une des 2 conférencières. Et l'objectif, c'est de faire un tour d'horizon de l'ensemble des techniques que l'on utilise en archéozoologie pour montrer comment on s'intéresse aux interactions humaines-animales sur le temps long pour les sociétés du passé. L'archéozoologie, c'est une discipline qui s'intéresse justement aux relations entre les sociétés humaines et les animaux sur le temps long à partir des vestiges fauniques retrouvés en contexte archéologique. Ces vestiges, ils sont de nature de type des ossements, des os, des dents, des coquilles, mais de temps en temps, on peut aussi s'intéresser aux tissus mous comme les chairs, les tendons, s'ils sont conservés. On a toujours cette image, quand on a des ossements devant nous, on les prend et on doit trouver l'identité des animaux qui sont présents sur les sites archéologiques. Et cette identité, c'est une identité biologique, mais c'est aussi une identité anthropologique. Pourquoi ils sont là? Comment ils ont vécu? Est-ce qu'ils sont en lien avec les humains? Qu'est-ce qu'ils racontent? Quelle est leur histoire? L'objectif, c'est de faire un peu un panorama de tous les outils qui sont à notre disposition et notamment les nouveaux outils empruntés à l'imagerie 3D et à l'intelligence artificielle. Et on va essayer de voir comment on s'intéresse à ces objets-là au travers de ces techniques. Des propos recueillis par Alexandra Pani et Lionel Bernardi. Depuis 1965, le Drama Group of Monaco présente des pièces de théâtre en anglais. La compagnie joue en ce moment aux variétés Aladdin, The Pantomime, une version festive et revisitée du célèbre conte à la lampe magique. Hier, une représentation était donnée devant les scolaires de la Principauté. Écoutons plusieurs membres de la troupe. Ils sont au micro de Frédéric Elion et Camille Caloni. C'est un super spectacle pour tout le monde. C'est en langue anglaise, mais comme le thème c'est un conte de fées, tout le monde peut comprendre. Et donc il y a le jeu des acteurs, il y a les danses, il y a la musique, il y a les lumières. Donc c'est vraiment un super spectacle pour toute la famille, à partir de 6 ans, quelque chose. Oui, c'est très interactif et là sur scène on a des jeunes, la plus jeune je pense qu'elle a 3 ans, presque 4, c'est ça. Et des autres jeunes, c'est tous les âges jusqu'à 16 ans, de tous les établissements de la Principauté et avec l'accord de l'Éducation nationale qui nous soutient et on remercie beaucoup. Et c'est avec un grand plaisir qu'on peut réunir tant de monde de tous les âges ensemble pour un moment de pure joie et d'entendre les rires d'enfants. C'est la meilleure récompense. Oui, j'ajouterais que le public en fait fait partie du spectacle et sans eux on n'est rien. Donc c'est super important en fait toute cette interaction et on sent même dans les chorégraphies, les acrobaties que ça nous porte, ça nous tire vers le haut, donc c'est génial. Toujours pour les familles, mais cette fois au Théâtre des Muses, une lumière pour Noël sera proposée dès demain. Une pièce poétique
et fantaisiste de Véronique Balme qui revisite les symboles de Noël à travers le monde. Christina Petit-Homel et Marie-Ève Béé ont assisté aux répétitions. Au Théâtre des Muses, c'est l'effervescence des derniers jours avant une première. Nous avons assisté aux ultimes répétitions de la pièce Une lumière pour Noël, une création imaginée pour offrir en cette fin d'année un moment de douceur et d'émotion. C'est l'histoire d'un petit garçon qui ne fête pas de Noël, jamais. Donc il est très triste ce soir de Noël. Et ce soir-là, il y a la lumière de Noël qui brille dans le ciel et qui va attirer à elle des personnes dans différents endroits ou des objets, enfin voilà, qui vont se retrouver chez Petit Bout et qui vont donc lui permettre de fêter son Noël. Donc c'est plutôt cette espèce de solidarité. Ce sont les valeurs de Noël qu'on retrouve dans le conte. La solidarité, le partage, l'amour, toutes ces choses qui vont exister à travers ces personnages-là qui vont aller jusqu'à chez Petit Bout. Mais c'est un peu un hasard puisqu'ils ne se connaissent pas, ils ne viennent pas du tout du même endroit. On va partir en Russie avec Snegurotchka, on va aller en Islande, on va voir des lutins islandais, on va repartir en Allemagne, on va partir, voilà. Et puis on va un petit saut en Angleterre avec une marionnette un peu stupide qui a une marionnette à main qui s'appelle Chimon la Chauchette, qui a un grand succès auprès des enfants. Puis il y a des scènes très poétiques, des scènes tout à coup on regarde, vous voyez un peu le décor derrière moi, voilà, l'espèce de magie de Noël, on part là-dedans, il y a des chansons. Et puis il y a des scènes où les enfants vont plus participer, vont aider un personnage, vont essayer de eux-mêmes régler des problèmes et tout ça. Donc forcément ils s'amusent, il y a des scènes très drôles aussi. Donc on passe comme ça d'un truc à l'autre, mais vu qu'ils sont complètement dans un conte, moi je travaille comme si je racontais une histoire au bord du lit. Donc une fois qu'on est parti dans Il était une fois un petit garçon, et ben, on est tous ensemble et les enfants ils peuvent rester avec moi et on rêve ensemble. Une lumière pour Noël s'apprête donc à réunir petits et grands au Théâtre des Muses ce week-end puisque la pièce est ouverte aux enfants dès l'âge de 3 ans. Pensée comme un conte contemporain, cette pièce qui fait un carton en France depuis plus de 10 ans saura à coup sûr allumer cette petite étincelle d'espoir qui renaît chaque mois de décembre dans un univers à la fois intimiste et chaleureux. En attendant, que diriez-vous d'une pause gourmande ce week-end ? Amateurs de chocolat, ne passez pas à côté du Chocolate Time cet hiver. Proposé au lobby bar de l'hôtel Métropole, cette expérience mêle fondue, pâtisserie et autres douceurs maison. Bref, le chocolat se déguste sous toutes ses formes, même en cocktail. Théo Schumer, Massimo Piantoni et Clélia Renaud nous embarquent dans la magie des fêtes telle qu'elle est vécue dans cet établissement du Carré d'Or. Comme ses confrères, le Métropole Monte-Carlo prend part aux festivités de Noël avec une programmation qui promet un moment suspendu dans le temps. La magie commence dès l'entrée et nous emmène jusqu'en cuisine. C'est là que nous retrouvons Patrick Mesiano, le chef pâtissier de l'hôtel, qui va nous préparer la bûche du Métropole en collaboration avec la célèbre maison et le spa de l'établissement, Guerlain. Elle est partie sur l'idée d'un flacon de parfum. Et tous les parfums de la bûche, c'est des notes que nous retrouvons dans le parfum. Alors là, on a fait fondre du chocolat dulce. Alors c'est un chocolat qui est un peu biscuité, un petit peu ambré. Et on va en fait bien étaler notre chocolat dans notre moule à bûche. Ensuite, on a notre biscuit citron-miel, dans lequel je vais déposer notre marmelade d'agrumes. La marmelade est ensuite roulée et servira d'insert à la bûche. On récupère le moule dans lequel est disposée une mousse vanille tonka et sur laquelle est aussitôt déposé notre insert de marmelade recouvert d'une nouvelle couche de mousse. Ensuite, pour finir la bûche, on vient insérer un croustillant qui est fait à base de chocolat dulce, zeste d'orange, praliné. Et pour finir, on vient obstruer notre bûche avec un crémeux à la tonka. Donc une fois que notre bûche est passée au froid, donc on l'a démoulée comme ceci. Et là, on va venir parsemer de poudre cuivrée pour faire ressortir toutes les petites abeilles, le petit dessin de la bûche. Donc voici notre bûche, une fois terminée, son rendu. On retrouve vraiment le détail du flacon Guerlain. Vous avez les petites abeilles, vous avez le petit capuchon, vous avez ici le petit médaillon. Et alors la seule chose qu'on a changé, donc on a mis Hôtel Métropole by Guerlain. Pour la petite histoire, le fameux flacon aux abeilles dont s'inspire cette bûche est un parfum créé en 1853 par la maison Guerlain à la demande de l'empereur Napoléon III pour sa future épouse qui deviendra l'impératrice Eugénie, d'où les abeilles, symbole impérial.
Direction maintenant le petit salon où sont servies les spécialités culinaires de Noël, parmi lesquelles le best-seller, la fondue au chocolat du Métropole. Pour les fêtes de Noël, on voulait proposer quelque chose de sympathique à notre clientèle. Donc on a eu l'idée de faire une fondue à chocolat, où ça permettrait d'avoir des fruits frais, de la guimauve, des sablés, des madeleines, tout ce qu'on peut retrouver pendant les fêtes de Noël. On fait tout simplement une sauce chocolat un petit peu épaisse, à base de chocolat grand cru, un peu de lait, un peu de crème, et après on mélange tout ça. Et donc le plus difficile, c'est de maintenir le chocolat à bonne température pour que quand on trempe les fruits ou les biscuits, ça nappe entièrement le fruit. Le Chocolate Time a lieu tous les après-midi et la période de Noël réserve encore d'autres surprises au Métropole, des activités signées Miss Rose, la direction artistique de l'hôtel, à commencer par la décoration, toujours dans le style bibliothèque, fidèle à l'établissement, mais version Noël. Une décoration dans les teintes Bourgogne et bleu, et vous verrez à travers l'hôtel donc des livres qui ont recréé tous ces contes de Noël et également créés en forme de sapin, donc c'est assez magnifique. En termes d'activité, tourné vers l'activité musicale évidemment, avec un pianiste tous les soirs du 18 au 30, le Père Noël qui passera comme chaque année, malgré son programme assez chargé, au Métropole en fin d'après-midi le 24, et des ateliers créatifs également le 24 et le 31 décembre pour les enfants. Toutes les activités se prolongeront jusqu'à début janvier, y compris le Chocolate Time, de quoi encore bien profiter de l'esprit de Noël, même après l'heure. Sur ces images féeriques, nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. À venir, les prévisions météo d'Alban Gingembre. Mais juste avant, instant nostalgie. Notre photographe Stéphane Dana nous propose un saut dans les années 90-2000. Les tubes des 2 décennies ont enflammé l'espace Léo Ferré hier soir. Il s'agissait du dernier spectacle dans la configuration actuelle de la salle qui sera relocalisée prochainement à l'îlot Pasteur. Belle soirée à tous et à demain 19h. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à tous. Demain, c'est un grand ciel bleu qui nous attend en principauté. Pas un nuage ne viendra perturber ce début de week-end. Un soleil qui brille et qui réchauffe avec 9 degrés attendus le matin et jusqu'à 16 degrés l'après-midi. Ce samedi 13 décembre, nous fêtons les Lucies. Et puis pour terminer cette semaine avec un peu de légèreté, je vous annonce la journée internationale de la raclette demain. Alors même si la météo s'annonce ensoleillée, vous pouvez sortir l'appareil, l'occasion de déguster votre première raclette de l'année si ce n'est pas déjà fait. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.